Un paysan avait tout perdu dans une tempête dévastatrice, mais sa foi restait inébranlable. Agenouillé dans la boue, il remerciait encore d'être en vie. Personne n'imaginait que cet homme simple trouverait une ancienne source souterraine et révélerait des secrets ancestraux de la terre. Sa vie s'est transformée miraculeusement lorsque des outils rares surgirent du passé pour son destin divin. Une histoire de persévérance, de but et du pouvoir invisible de la vraie foi. Préparez votre cœur pour ce voyage émouvant. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez votre ville. Dans un petit village niché dans les montagnes des Alpes, un humble paysan avait consacré toute sa vie à cultiver la terre héritée de ses ancêtres. Jean, un homme aux mains calleuses à force de travail acharné et au cœur plein de bonté, avait construit une vie simple, mais digne. Chaque sillon de son visage racontait des histoires de récoltes abondantes et d'hivers rigoureux, de levers de soleil froid et de soirs de satisfaction, en contemplant les fruits de son labeur. La petite propriété, enlacée par des montagnes ancestrales, était son univers particulier. Là, entre la sueur versée sur la terre et les prières murmurées au vent, Jean trouvait son but. « La terre nous parle », disait-il souvent aux voisins qui le considéraient comme excentrique pour ses croyances anciennes. Il suffit d'avoir l'humilité d'écouter. Ses plantations, bien que modestes, semblaient répondre à un appel spécial. Elles poussaient luxuriantes même pendant les saisons difficiles, comme si elles étaient bénies par une main invisible. Un matin fatidique de printemps, alors, que les premiers rayons dorés avaient à peine touché les montagnes, le ciel commença à changer. Jean observa, avec la sagesse des anciens, les oiseaux voler bas et le bétail inquiet. Quelque chose n'allait pas. L'air, lourd comme du plomb, semblait annoncer un malheur. En quelques minutes, des nuages noirs dévorèrent le bleu du firmament, transformant le jour en nuit prématurée. La pluie commença doucement, presque gentiment, comme des larmes timides. Puis, sans prévenir, elle se déchaîna avec une fureur divine. Le vent hurlait comme une âme en peine, arrachant des arbres centenaires par les racines. Les éclairs déchiraient le ciel en blessures lumineuses, suivis de tonnerres qui faisaient trembler la structure même de la montagne. Jean courut vers la grange, essayant de sauver le bétail terrorisé, mais la force de la nature en furie était irrésistible. Les eaux, autrefois si désirées pour nourrir la terre, dévalèrent maintenant des pentes comme des monstres liquides, emportant tout sur leur passage. Le petit ruisseau qui serpentait à travers la propriété se transforma en fleuve en furie, engloutissant les plantations, dévorant les clôtures, léchant avec une langue implacable les fondations de la maison ancestrale. « Miséricorde, Seigneur !» criait Jean, sa voix étouffée par la symphonie brutale de la tempête. Avec un effort surhumain, il réussit à sauver 3 chèvres, un vieux cheval et son chien fidèle, Gardien, qui refusait de l'abandonner même face à l'apocalypse. La grange construite par le grand-père de Jean s'effondra dans un gémissement de bois torturé. La maison résista plus longtemps, comme si elle aussi luttait pour survivre, mais elle céda finalement lorsqu'une partie de la pente glissa, enterrant sous la boue et les rochers la moitié de la structure. Lorsque la tempête se calma enfin, des heures plus tard, le soleil réapparut avec une cruauté indifférente, illuminant la dévastation complète. Jean resta agenouillé dans la boue, trempé jusqu'aux os, contemplant le paysage apocalyptique qui était autrefois sa maison. Les champs fertiles s'étaient transformés en bourbiers méconnaissables. Le bétail qu'il n'avait pas réussi à sauver gisait inerte, des vies gaspillées par la fureur des éléments. De la maison, seule une partie des murs restait debout, comme des sentinelles ruinées d'un royaume perdu. Les voisins commencèrent à s'approcher, attirés par l'ampleur de la catastrophe. Ils trouvèrent Jean toujours agenouillé, le corps tremblant d'épuisement et de froid, mais ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Des larmes coulaient sur son visage vieilli, mais lorsqu'il parla enfin, sa voix avait une fermeté qui déconcerta tout le monde. « Dieu m'a donné, Dieu a repris. Dieu a... Béni soit le nom du Seigneur. » Ceux qui s'attendaient à trouver un homme brisé par la tragédie furent témoins de quelque chose d'incompréhensible. Au milieu de la destruction totale, Jean conservait intacte la seule chose qu'aucune tempête ne pouvait arracher, sa foi. Ce n'était pas une foi de paroles vides ou de gestes mécaniques, c'était une foi forgée dans l'intimité avec le divin, dans les conversations silencieuses, pendant le travail solitaire dans les champs, dans les
Nuits à contempler les étoiles qui étaient maintenant cachées par le voile des nuages, qui se dispersaient lentement. « Viens, mon vieux, viens chez nous », proposa Pierre, l'un des voisins, tendant la main pour l'aider à se relever. « Tu ne peux pas rester ici. » Jean accepta la main tendue, son corps révélant l'âge que son esprit s'obstinait à nier. Il jeta un dernier regard aux décombres de ce qui avait été son monde, et suivit en silence, accompagné seulement par le chien et les quelques têtes de bétail sauvées. C'était un homme dépouillé de tout, sauf de la certitude inexplicable que quelque chose de plus grand l'attendait au-delà de l'épreuve. Les jours qui suivirent furent enveloppés d'un brouillard d'irréalité. Jean fut accueilli chez Thibaut, le commerçant du village, plus connu pour son avarice que pour ses actes de charité. Tout le village commentait, à voix basse, l'hospitalité surprenante de l'homme qui comptait chaque pièce avec des yeux d'aigle. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Jean la première nuit, alors qu'ils partageaient un dîner simple. « Nous n'avons jamais été proches, Thibaut. » Le commerçant baissa les yeux sur son assiette, comme s'il cherchait des mots parmi les grains de riz. Ce fut sa femme Sarah qui répondit, la voix chargée d'émotions contenues. « Quand j'étais enfant, ma famille a tout perdu dans un incendie, » révéla-t-elle, ses doigts caressant inconsciemment une ancienne cicatrice sur l'avant-bras. « Nous avons passé des semaines à dormir sur le sol froid de l'église jusqu'à ce qu'un étranger nous offre un abri. J'ai juré que si un jour je pouvais rendre cette gentillesse, je le ferais sans hésiter. » Jean acquiesça en silence compréhensif. Cette nuit-là, sur son matelas improvisé, il contempla le plafond inconnu et murmura dans l'obscurité « Vois, Seigneur, comment tu tisses tes mystères. Une tragédie ancienne a préparé mon abri d'aujourd'hui. » Pendant la première semaine, Jean s'accorda le luxe rare du repos forcé. Son corps, châtié par des décennies de labeur exténuant, réclamait une pause. Mais son esprit inquiet calculait déjà les prochaines étapes, refusant d'accepter la défaite. Pendant les heures vides, il aidait Sarah aux tâches ménagères et réparait de petits objets cassés qu'il trouvait dans la maison, payant ainsi par son travail l'hospitalité reçue. C'est pendant cette première semaine que la nouvelle se répandit dans le village. La tempête qui avait détruit les terres de Jean n'était pas un événement isolé. Toute la région avait été touchée, avec des routes bloquées, des ponts emportés par le courant et d'autres propriétés endommagées. Cependant, personne n'avait perdu autant que le vieux paysan. « C'est comme si la tempête t'avait choisi », commenta l'un des jeunes du village lorsqu'il vint rendre visite à Thibaut. « Peut-être bien », répondit Jean avec un sourire énigmatique. « Peut-être que le Créateur sait que j'ai besoin de leçons plus dures pour apprendre ce que je dois. » Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la vie au village reprenait son rythme, comme les eaux d'une rivière cherchant leur cours naturel après la crue. La fête traditionnelle des moissons approchait et malgré les pertes récentes, la communauté décida de la maintenir. « Nous devons célébrer ce qui reste, sinon la tristesse plantera des racines trop profondes », argumenta l'ancien du village. La célébration était marquée par une ambiance différente cette année. La joie semblait plus contenue, enveloppée de couches de gratitude prudente. Les préparatifs de la fête se déroulaient sur la place centrale, où les femmes préparaient les pains traditionnels décorés de symboles de prospérité, tandis que les hommes montaient un autel temporaire orné des premiers fruits récoltés. À la surprise de Jean, le comité d'organisation vint chez Thibaut avec une demande inhabituelle. Il voulait qu'il dirige les prières d'ouverture de la festivité. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sincèrement perplexe. « Je suis un homme qui a tout perdu. Quel exemple puis-je donner ?»« Justement pour ça, » répondit la vieille Mathilde, ses yeux ridés pétillants de sagesse ancestrale. « L'homme qui reste fidèle quand il ne lui reste plus rien est celui qui comprend vraiment le sens de la gratitude. » Jean accepta l'honneur avec humilité. Le soir de la célébration, il revêtit les seuls vêtements propres qu'il possédait, donnés par des voisins, et se dirigea vers le centre de la place. L'autel improvisé resplendissait à la lumière de bougies artisanales, créant une atmosphère presque magique. Lorsque Jean prit place, un silence respectueux descendit sur la foule. Ses paroles coulaient comme de l'eau cristalline d'une source ancienne, sans artifice ni grandiloquence. Il parlait de la terre comme quelqu'un qui connaît ses secrets, les plus intimes, de la pluie comme une bénédiction et une épreuve, du travail comme une prière faite avec les mains. Pendant qu'il parlait, tous comprenaient qu'il ne récitait pas seulement des formules apprises, mais qu'il partageait, là,
sagesse acquise dans le feu de l'adversité. C'est alors que se produisit l'incident qui fut plus tard rappelé comme le premier signe. Michel, un garçon de 8 ans, courait parmi les adultes lorsqu'il trébucha sur ses propres pieds, tombant contre l'autel. Ce faisant, il renversa la relique sacrée de la communauté, un ancien calice sculpté en bois noble, transmis de génération en génération depuis la fondation du village. L'objet précieux roula sur le sol et se brisa en 3 morceaux, provoquant des exclamations horrifiées de la foule. Le garçon resta paralysé, les yeux écarquillés de terreur devant la profanation accidentelle. Le père s'avança, le visage déformé par la fureur, prêt à punir son fils pour le sacrilège. Jean, cependant, se déplaça avec une agilité surprenante pour son âge. Il s'interposa entre l'homme et l'enfant, et d'un geste doux, il ramassa les morceaux brisés du calice. « Viens, Michel », appela-t-il le garçon d'une voix tranquille. « Aide-moi à réparer ce qui a été cassé. » Sous le regard étonné des personnes présentes, Jean retira de sa poche un petit étui en cuir, héritage de son grand-père contenant des fils résistants et des aiguilles de différentes tailles. Avec une habileté née d'années passées à réparer des outils agricoles, il guida le garçon pour tenir les pièces, pendant qu'il exécutait une technique ancienne de réparation, entrelaçant les fragments avec un motif complexe qui semblait transformer la rupture elle-même en élément décoratif. « Mon grand-père appelait ça le kintsugi des pauvres », expliqua-t-il en travaillant, sa voix sereine brisant le silence tendu. Les Japonais réparent la céramique brisée avec de l'or, faisant des fissures une partie de la beauté de l'objet. Nous qui n'avons pas d'or, nous utilisons ce que la nature nous donne et nous transformons l'imperfection en force. Quand il eut terminé, le calice n'était pas seulement restauré dans sa fonction, mais transformé. Les lignes qui unissaient. Maintenant, les fragments créaient un motif qui rappelait les racines d'un arbre ou les veines d'une feuille. Jean rendit l'objet à l'autel, et se tournant vers le garçon toujours effrayé, il caressa ses cheveux. « Tu vois, certaines choses doivent se briser pour révéler une beauté plus grande. Comme nous, parfois. Ce soir-là, la célébration acquit un sens plus profond. L'incident, qui aurait pu ternir la festivité, se transforma en une leçon vivante sur la rédemption et la beauté dans les imperfections. Jean retourna chez Thibault le cœur plein, sentant que quelque chose avait subtilement changé dans la façon dont la communauté le percevait. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt 3 mois s'étaient écoulés depuis la tempête dévastatrice. Jean, incapable de rester inactif plus longtemps, commença à chercher du travail. Son âge avancé et la rareté des opportunités rendaient la recherche difficile, jusqu'à ce qu'une possibilité inattendue se présente. Auguste, le plus grand propriétaire terrien de la région, lui offrit un poste d'aide dans sa vaste propriété. La nouvelle fit sensation au village. Auguste était connu pour son tempérament difficile et pour mépriser les petits agriculteurs, les considérant comme des fourmis insignifiantes qui gaspillaient de bonnes terres avec des méthodes désuètes. Pourquoi offrirait-il justement du travail au vieux Jean ? « Je ne fais pas confiance à cet homme », avertit Thibault lorsque Jean annonça qu'il accepterait l'offre. « Il doit y avoir des arrière-pensées, probablement », convint Jean avec un sourire serein. « Mais j'ai besoin de travailler et mes options sont limitées. De plus, la terre est la même, quel que soit son propriétaire temporaire. » Pendant la première semaine de travail pour Auguste, Jean garda un profil discret, exécutant les tâches, assignées avec l'efficacité silencieuse qui le caractérisait. Il observait cependant des pratiques agricoles qui serraient le cœur de paysans traditionnels. Utilisation excessive de produits chimiques, mépris des cycles naturels, exploitation impitoyable du sol. Un matin, alors qu'il travaillait seul dans une section plus éloignée de la propriété, il remarqua des signes inquiétants dans le sol. Compaction excessive, érosion naissante, absence d'insectes bénéfiques. Instinctivement, il commença à mettre en œuvre de petites corrections, en utilisant des techniques apprises de ses ancêtres. C'est ainsi qu'Auguste le trouva, agenouillé dans la terre, mélangeant différents types de sols, avec des matières organiques en décomposition. « Que crois-tu faire » tonna le propriétaire terrien, le visage rouge d'indignation. « Tu perds ton temps avec ces bêtises de vieillard ?» Jean se releva lentement, essuyant ses mains sur son tablier usé. « Cette section de la propriété est en train de mourir, » répondit-il calmement. « Le sol est épuisé, comme un homme forcé de travailler sans repos. Je ne fais qu'offrir un peu de soulagement
Auguste ouvrit la bouche pour le réprimander, mais quelque chose dans le regard serein du vieux paysan le retint. Au lieu de cela, il s'approcha pour examiner le travail accompli. « Explique ce que tu fais », ordonna-t-il, son ton maintenant plus contenu. Les jours suivants, à la stupéfaction des autres ouvriers, Auguste passa des heures à accompagner Jean dans les champs, écoutant attentivement ses explications sur le compost organique, l'association de plantes, la récupération de l'eau, de pluie et des dizaines d'autres techniques durables transmises par des générations d'agriculteurs intimement liés à la terre. Le comportement du propriétaire terrien alimenta les spéculations parmi les employés et au village. Certains suggéraient qu'il s'amusait simplement des superstitions du vieil homme. D'autres soupçonnaient qu'il prévoyait de voler ses connaissances pour ensuite le congédier. La vérité émergea un après-midi pluvieux, lorsque Jean et Auguste cherchèrent refuge dans un vieux hangar, après avoir été surpris par un orage. En attendant que la pluie passe, le propriétaire terrien, dans un geste inhabituel, offrit à l'employé une gorgée de la boisson chère qu'il portait dans sa gourde. « Ma terre est en train de mourir, Jean », confessa-t-il finalement, sa voix dépouillée de l'arrogance habituelle. « Nous sommes la 3e génération à gérer cette propriété, et chaque année qui passe, nous avons besoin de plus de produits chimiques pour obtenir moins de résultats. Les experts que j'ai embauchés n'offrent que des solutions temporaires et très coûteuses. » Le paysan acquiesça, sans surprise ni jugement dans le regard. « La terre n'accepte pas l'arrogance très longtemps », commenta-t-il doucement. « Elle cède ses fruits à ceux qui la traitent comme une partenaire, pas comme une esclave. Mon grand-père utilisait des techniques semblables aux tiennes, » continua Auguste, regardant la pluie tomber en rideaux argentés. « Mon père les a abandonnées parce qu'elles étaient inefficaces et dépassées. J'ai été éduqué pour ne voir la terre que comme une ressource à exploiter. » Jean contempla l'homme devant lui, non plus le puissant propriétaire terrien, mais quelqu'un confronté à l'héritage problématique qu'il avait reçu. « Il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec la terre, » proposa Jean. « Elle est généreuse et pardonne facilement, à condition que nous montrions un respect sincère. » Dans les mois qui suivirent, un partenariat improbable fleurit entre l'humble paysan et le puissant propriétaire. Auguste désigna une section de sa ferme comme zone expérimentale, où Jean avait la liberté de mettre en œuvre ses techniques ancestrales. Les autres employés, initialement sceptiques, commencèrent à remarquer la différence. Des plantes plus résistantes aux parasites, un sol visiblement plus vivant, un moindre besoin d'irrigation artificielle. Alors qu'il atteignait 6 mois, depuis la tempête qui avait dévasté sa vie, Jean était confronté à un nouveau défi. Une sécheresse sévère frappait la région, desséchant la terre déjà fragilisée et menaçant les plantations. Même dans la ferme d'Auguste, avec ses ressources abondantes, la situation devenait critique. C'est pendant cette période que Jean commença à rêver d'eau, non pas de l'eau furieuse de la tempête qui avait tout emporté, mais d'une eau sereine, souterraine, patiente. Dans le rêve récurrent, son grand-père pointait du doigt une formation rocheuse spécifique, répétant des mots dans une langue ancienne que Jean ne comprenait pas totalement au réveil. Après plusieurs nuits avec le même rêve, Jean demanda la permission à Auguste d'explorer une zone négligée de la propriété, un terrain pierreux que tous considéraient comme improductif. Le propriétaire terrien, maintenant plus ouvert aux intuitions du vieux paysan, accepta. Jean passa des jours à observer le terrain apparemment stérile, étudiant la végétation clairsemée, la configuration des rochers, le vol des oiseaux. Il se souvenait des histoires racontées par son grand-père sur les rivières qui coulent sous la peau de la terre, invisibles aux yeux inattentifs. « Que cherches-tu exactement » demanda Auguste après une semaine d'observation apparemment infructueuse. « De l'eau » répondit Jean simplement. « Le rêve me dit qu'il y a une veine d'eau qui coule profondément sous ces pierres. » Le propriétaire terrien soupira, sa confiance nouvellement acquise mise à l'épreuve. « Jean, nous avons déjà fait des études géologiques dans cette zone. Il n'y a pas d'eau viable ici. Vos experts cherchent avec des instruments, » rétorqua le paysan avec un sourire gentil. « Moi, j'écoute la terre. » Le lendemain matin, Jean apparut avec une longue baguette de sourcier en saule fourchue, un instrument rudimentaire de radiesthésie utilisé par des générations de ces gens pour localiser l'eau souterraine. Sous le regard sceptique d'Auguste et de quelques ouvriers qui s'étaient rassemblés pour observer la folie du vieillard, il marcha lentement sur le terrain pierreux, tenant la baguette avec des mains fermes mais détendues.
Après près de 2 heures de recherche méthodique, la baguette trembla soudainement et pointa vers le bas avec une force surprenante. Jean sourit, reconnaissant le signal. « Ici », annonça-t-il avec une certitude tranquille. L'eau coule profondément, mais abondante. Auguste, partagé entre le scepticisme rationnel et le respect croissant pour les intuitions du paysan, autorisa l'excavation. Ce furent des jours de travail acharné, avec des hommes se relayant pour creuser à l'endroit indiqué. Lorsque beaucoup commençaient déjà à douter, les pierres devinrent humides. Peu de temps après, une eau cristalline commença à jaillir, d'abord en gouttes timides, puis en un flux généreux et constant. La découverte de la source fut accueillie comme un miracle par la communauté frappée par la sécheresse. Auguste, reconnaissant la valeur inestimable de la découverte, surprit tout le monde avec une annonce. Il céderait le terrain autour de la source à Jean pour qu'il le cultive pendant 1 an, en récompense de sa sagesse. « L'eau t'a parlé, pas à moi », déclara le propriétaire terrien. « Il est juste que la terre bénéficiée par elle soit aussi la tienne à cultiver. » Jean, ému par l'opportunité inattendue de retourner au travail qu'il aimait, accepta le cadeau avec gratitude. Le conseil du village, impressionné, formalisa l'accord. C'était le début d'une nouvelle phase dans son voyage. Dans les 2 mois qui suivirent, Jean se consacra entièrement à transformer le terrain pierreux en une petite oasis. Avec un accès limité aux outils et aux ressources, il s'adapta en utilisant des matériaux de récupération et des techniques improvisées. La source, canalisée avec expertise, irriguait stratégiquement le terrain, profitant de chaque goutte précieuse. Des observateurs attentifs remarquèrent quelque chose de spécial dans la façon dont Jean travaillait la terre. Il ne se contentait pas de planter. Il conversait avec le sol, écoutait le vent, observait les insectes. Chaque action semblait faire partie d'un dialogue intime avec des forces invisibles. Lorsqu'on l'interrogeait sur ces techniques particulières, il répondait avec une simplicité déconcertante. « Je ne fais rien de spécial. Je permets simplement à la terre de m'apprendre comment mieux la servir. » Alors qu'il atteignait 8 mois de son épreuve, Jean fut confronté à son premier grand obstacle dans cette nouvelle entreprise. Les outils improvisés qu'il utilisait étaient insuffisants pour le travail nécessaire et il ne possédait pas les ressources pour en acquérir de nouveaux. De plus, des voix dissidentes dans la communauté commençaient à remettre en question la décision d'accorder des terres à un homme sans rien. Quelle garantie avons-nous qu'il n'abandonnera pas tout au premier contretemps ? Argumenta Vincent, l'un des membres les plus influents du conseil. Les terres fertiles sont trop rares pour des expériences sentimentales. Le vieux paysan, lorsqu'il prit connaissance des critiques, ne montra aucun ressentiment. Les doutes sont naturels, commenta-t-il avec Mathilde, la vieille femme qu'il avait toujours soutenue. Je n'ai que ma parole et mon travail à offrir en garantie. Lors d'une nuit particulièrement difficile, le corps endolori par le travail excessif et l'esprit troublé par les incertitudes de l'avenir, Jean s'agenouilla près de la source qu'il avait découverte. La pleine lune baignait la clairière d'une lumière argentée, conférant au paysage une qualité onirique. « Seigneur », pria-t-il avec la simplicité de quelqu'un qui converse avec un ami intime, « je ne demande pas une vie facile, seulement la force d'accomplir le but que tu m'as assigné, quel qu'il soit. Si je dois continuer ce travail, montre-moi le chemin. » Il s'endormit là, épuisé, sous le ciel étoilé. Pendant son sommeil, le rêve récurrent avec son grand-père revint, plus vif que jamais. Cette fois, le vieil homme ne se contentait pas de pointer du doigt, mais il creusait à un endroit précis près de la source, révélant quelque chose d'enterré. Jean se réveilla au premier rayon du soleil, le rêve encore frais dans sa mémoire. Poussé par une certitude inexplicable, il chercha l'endroit exact indiqué par son grand-père dans le rêve, une formation rocheuse qui rappelait vaguement un visage endormi. Avec des outils rudimentaires, il commença à creuser. Le travail fut lent et exténuant. Là où beaucoup auraient abandonné, Jean persista, mu par une conviction profonde. Finalement, sa pelle improvisée heurta quelque chose de solide. Avec précaution, il révéla une ancienne caisse en bois, protégée de l'humidité par des couches de tissu ciré et des feuilles spéciales que les anciens utilisaient pour la conservation. Les mains tremblantes d'émotion, il ouvrit le récipient. L'intérieur, parfaitement conservé, il trouva des outils agricoles d'une qualité exceptionnelle et de petits sacs contenant des graines de variétés rares, étiquetés d'une calligraphie élégante avec des noms de plantes que Jean ne connaissait
que par les histoires des anciens. La découverte semblait miraculeuse, répondant précisément à son besoin le plus urgent. Jean porta la caisse au conseil du village, racontant honnêtement comment il l'avait trouvée. Pendant qu'ils examinaient le contenu, Mathilde reconnut la calligraphie sur les étiquettes. Ce sont les graines conservées par Élie, le sage cultivateur, révéla-t-elle avec étonnement. Mon grand-père racontait des histoires à son sujet, un homme en avance sur son temps qui avait prévu la détérioration des pratiques agricoles et avait décidé de garder un héritage pour les générations futures. Un billet jauni trouvé au fond de la caisse confirma la théorie. Écrit par Élie lui-même des décennies auparavant, il déclarait « Ces outils et ces graines appartiennent à celui qui cherchera l'eau cachée lorsque les hommes auront oublié comment écouter la terre, qu'ils soient utilisés avec sagesse pour restaurer l'équilibre perdu. » La révélation fit une profonde impression sur la communauté. Beaucoup l'interprétèrent comme une intervention divine ou l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Vincent et d'autres sceptiques tentèrent d'argumenter que le trésor appartenait à la communauté, et non à Jean. Mais la majorité reconnut l'événement comme une confirmation que le vieux paysan était destiné à recevoir cette opportunité. Fortifié par un soutien renouvelé et équipé d'outils appropriés, Jean intensifia son travail sur la terre récupérée. Les graines préservées, plantées avec révérence et soins méticuleux, révélèrent une vitalité extraordinaire. Des variétés de plantes qui avaient disparu de la région depuis des générations revinrent à fleurir sous ses soins. Au 10e mois après la tempête dévastatrice, les premiers fruits de son travail commencèrent à apparaître. Les récoltes, bien qu'initialement modestes, surprirent par leur qualité et leur résistance. Elles utilisaient une fraction de l'eau et des ressources que les plantations conventionnelles exigeaient, mais offraient des aliments au goût plus intense et aux propriétés nutritives supérieures. La nouvelle se répandit au-delà des limites du village. Des agriculteurs des communautés voisines commencèrent à visiter l'oasis du vieux Jean, comme on l'appelait désormais, curieux d'apprendre ses techniques. Le paysan, généreux de sa sagesse, partageait librement ses connaissances, mais insistait. Il ne suffit pas de copier les méthodes. Il faut développer une relation intime avec la terre que l'on cultive. Cette période de succès relatif apporta un nouveau rebondissement. Jean découvrit, grâce à des conversations avec des visiteurs, qu'Auguste documentait systématiquement ses techniques et les mettait en œuvre dans d'autres sections de la propriété. Plus grave encore, le propriétaire terrien présentait ses méthodes dans des cercles influents comme un développement propre, sans mentionner son origine. La nouvelle blessa profondément le paysan, non pas par manque de reconnaissance, c'était un homme sans vanité, mais par la rupture de confiance. Plusieurs personnes le conseillèrent de confronter Auguste, d'exiger des excuses ou même une compensation financière. Après une nuit de réflexion, Jean prit une décision surprenante. Il se rendit au manoir du propriétaire terrien et demanda une audience privée. Accueilli avec un embarras visible, il observa l'homme puissant éviter son regard direct. « Je sais ce que vous avez fait », commença Jean sans préambule. « Je ne suis pas venu vous récriminer, mais vous proposer un partenariat. » Auguste, préparé à la négation ou à la confrontation, resta momentanément sans voix. « Ces techniques ne sont pas ma propriété », continua le paysan. « Elles ont été développées par des générations de personnes sages qui sont venues avant moi. Je ne suis qu'un gardien temporaire. Ma préoccupation n'est pas mon nom ou la reconnaissance, mais la transmission correcte des connaissances. » Fit une pause, observant l'impact de ses paroles sur l'homme devant lui. « Je propose que nous travaillions ensemble, ouvertement. Vous avez les ressources et l'influence nécessaires pour diffuser ces pratiques à grande échelle. J'ai une connaissance approfondie et une expérience pratique. Ensemble, nous pourrions bénéficier non seulement à vos terres, mais à toute la région. » La proposition déstabilisa complètement le propriétaire terrien. Il s'attendait à des accusations, à de l'indignation, peut-être même à des menaces légales, des réactions qu'il saurait gérer. La générosité désintéressée de Jean, cependant, était un terrain inconnu. « Pourquoi ne me confrontez-vous pas ?» demanda-t-il. « Finalement, vous avez tout à fait le droit d'être furieux. Quel bénéfice apporterait la fureur ?» rétorqua Jean avec simplicité. Elle gaspillerait une énergie qui peut être mieux appliquée au travail qui compte vraiment. Auguste se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant ces vastes terres,
Lorsqu'il reprit la parole, sa voix contenait une émotion inhabituelle. « Savez-vous pourquoi j'ai initialement discrédité vos techniques, même en voyant les résultats? La peur, confessa-t-il. La peur de paraître faible aux yeux des autres propriétaires. La peur d'admettre que le modèle que nous défendons depuis des décennies est épuisé. La peur de reconnaître qu'un homme simple, sans éducation formelle ni titre, puisse posséder une sagesse qui nous échappe. » Le propriétaire terrien tendit la main. « J'accepte votre proposition. Nous travaillerons ensemble et je ferai en sorte que tout le monde sache que vous êtes la véritable source de cette connaissance. » Le partenariat formel entre l'humble paysan et le puissant propriétaire fit sensation. Dans les mois qui suivirent, la propriété d'Auguste devint un centre d'expérimentation et d'apprentissage, attirant des visiteurs de régions de plus en plus éloignées. Jean, malgré son âge avancé, consacrait une énergie renouvelée à instruire de jeunes agriculteurs, s'assurant que la connaissance ancestrale soit non seulement préservée, mais adaptée aux besoins contemporains. Alors qu'il atteignait 1 an et 2 mois depuis la tempête dévastatrice, le village célébrait sa traditionnelle fête d'hiver. À cette date, selon les coutumes ancestrales, on allumait des feux pour symboliser l'espoir dans les moments les plus sombres et les plus froids de l'année. La cérémonie acquérait une signification particulière en ce cycle, après tant d'épreuves collectives. Pendant la fête, le conseil annonça une décision inédite. Jean recevrait la reconnaissance officielle de gardien des pratiques ancestrales, un titre honorifique créé spécialement pour lui. La communauté, par un vote unanime, étendait également sa permission de cultiver le terrain de la source pour une durée indéterminée, et non plus seulement pour la période initialement convenue. Le moment de gloire, cependant, fut brièvement éclipsé par un événement inattendu. Au plus fort de la célébration, alors que Jean remerciait avec émotion l'honneur qui lui était fait, un étranger se fraya un chemin à travers la foule. Il portait des vêtements formels et tenait une mallette de documents. Il se présenta comme le représentant légal d'un créancier de la grande ville. « Je regrette d'interrompre », annonça-t-il avec une froideur formelle, « mais j'ai l'obligation de vous informer que nous avons identifié des dettes impayées du défunt Josias, père de Jean, qui n'ont jamais été réglées. En tant que seul héritier, la responsabilité légale vous incombe. » La révélation tomba comme un coup de foudre. Jean, sincèrement surpris, n'avait aucune connaissance de telles dettes. Le document présenté, cependant, semblait authentique. Un prêt substantiel contracté par son père dans les dernières années de sa vie, probablement pour faire face à des difficultés financières qu'il avait cachées à son fils par orgueil. Le montant, avec les intérêts accumulés, compromet tout bien ou propriété que vous possédez, ou pourriez posséder, continua le représentant, y compris les droits sur les terres cédées ou cultivées. La célébration se transforma en conseil d'urgence. Des amis proposèrent une aide financière, mais la somme était prohibitive. Jean, après avoir examiné attentivement les documents, reconnut la signature de son père. « S'il a pris cet engagement, je dois l'honorer », déclara-t-il, malgré le cœur lourd en contemplant la possibilité de perdre à nouveau tout ce qu'il avait reconstruit. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du malheur de Jean se répandit dans la région. L'histoire touchait beaucoup de gens. Un homme qui avait tout perdu dans la tempête, reconstruit sa vie avec dignité et travail, pour se retrouver face à une nouvelle menace de perdre le peu qu'il avait conquis. Parmi ceux qui furent touchés par l'histoire se trouvait Claire, la fille du créancier mentionné dans les documents. Jeune femme d'une 20aine d'années, elle venait de prendre part aux affaires de son père après avoir terminé ses études. Intriguée par l'affaire, elle demanda l'accès au registre complet de la transaction. Ce qu'elle découvrit perturba profondément son sens de la justice. Le prêt initial était significativement inférieur au montant maintenant réclamé. Des taux d'intérêt abusifs et des clauses pénales obscures avaient gonflé la dette au-delà de toute proportion raisonnable. Plus grave encore, elle trouva une correspondance indiquant que son père était conscient des difficultés extrêmes de Josias avant de décéder, mais avait choisi de ne pas exécuter le recouvrement jusqu'à ce que cela vaille la peine, attendant apparemment que le fils puisse acquérir des biens qui justifient la procédure légale. Claire prit une décision qu'elle savait qui mettrait son père en colère. Sans le consulter, elle utilisa l'autorité nouvellement acquise dans les affaires pour pardonner une partie substantielle de la dette
et restructurer le reste en des termes que Jean pouvait honorer avec de petits paiements au fil des ans, sans compromettre sa subsistance ni son droit à la terre. Lorsque le patriarche découvrit l'ingérence de sa fille, sa réaction fut explosive. La dispute familiale devint un parallèle involontaire aux propres luttes internes de Jean. Le conflit entre tradition et renouveau, entre rigidité et compassion, entre la lettre froide de la loi et son esprit supérieur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda le créancier à sa fille lors d'une discussion houleuse. « Cette dette était légalement la nôtre de droit. Et moralement ?» rétorqua Claire. « Quel droit moral avons-nous de détruire la vie d'un homme ?» Pour la deuxième fois, surtout quand on a déjà exploité la vulnérabilité de son père. Le conflit familial resta non résolu, mais la décision de Claire prévalut. Jean, lorsqu'il fut informé de la renégociation, ne retint pas ses larmes de gratitude. « Voyez comment Dieu travaille », commenta-t-il avec des amis proches. Il utilise même une vieille dette pour enseigner des leçons de compassion à une nouvelle génération. Le 18e mois après la tempête originale apporta un nouveau défi. Des signes atmosphériques indiquaient la formation d'une deuxième tempête potentiellement dévastatrice. Jean, observant les schémas du vent, le comportement des oiseaux et la coloration inhabituelle des nuages, reconnut les présages qu'il avait ignorés la première fois. Contrairement à la plupart de ceux qui avaient reçu les alertes météorologiques officielles avec scepticisme, le vieux paysan prit la menace au sérieux. Utilisant la connaissance des signes naturels apprises de ses ancêtres, il calcula que la communauté disposait d'environ 72 heures avant l'arrivée de l'événement climatique extrême. « Nous devons nous préparer correctement », insista-t-il au conseil communautaire convoqué à la hâte. « Non seulement protéger les propriétés, mais surtout assurer les canaux d'écoulement de l'eau, renforcer les pentes vulnérables et établir des abris sûrs. » Certains hésitaient encore à croire à la gravité de la menace, se souvenant de plusieurs alertes précédentes qui ne s'étaient pas concrétisées. Jean, cependant, parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait déjà tout perdu une fois et reconnaissait les signes. Sa conviction persuada finalement la majorité. Dans les jours qui suivirent, la communauté travailla sans relâche, mettant en œuvre des mesures préventives. Jean guidait, partageant son temps entre la coordination des efforts collectifs et la protection de sa propre plantation en utilisant des techniques spécifiques, des fossés stratégiques, des barrières naturelles de contention, des systèmes de drainage improvisés mais efficaces. Lorsque la tempête arriva enfin, sa fureur confirma les pires craintes. Des vents hurlants et des pluies torrentielles frappèrent la région pendant près de 30 heures ininterrompues. Cependant, grâce au travail préventif, les dommages furent significativement limités. Il n'y eut pas de pertes humaines, et la majorité des propriétés restèrent structurellement intactes. La plantation de Jean, protégée par sa sagesse ancestrale, survécut pratiquement indemne. Le système de drainage qu'il avait mis en place non seulement sauva ses cultures, mais aida à détourner les eaux qui, autrement, auraient inondé une partie du village. Ce qui aurait pu être une deuxième catastrophe se transforma en preuve définitive de la valeur de ses connaissances. « Comment saviez-vous » demanda Vincent, autrefois son critique le plus virulent, maintenant visiblement impressionné. Les météorologues avaient prévu de fortes pluies, mais rien de cette magnitude. « La nature avertit toujours », répondit Jean simplement. « Nous avons juste oublié comment écouter. » Les mois qui suivirent s'écoulèrent avec une relative tranquillité. La plantation de Jean prospérait. Ces techniques étaient de plus en plus adoptées par d'autres agriculteurs et le partenariat avec Auguste s'étendait pour inclure des programmes éducatifs formels. Le vieux paysan avait enfin trouvé un équilibre entre accepter les desseins divins et travailler activement à transformer les réalités. Au 22e mois de son voyage, Jean se préparait à célébrer la première grande récolte complète sur ces nouvelles terres, une occasion d'une profonde signification symbolique et pratique. Les fruits de ce cycle représentaient non seulement de la nourriture et une possible prospérité matérielle, mais la culmination d'une trajectoire de renaissance après une perte totale. La fête des moissons, cette année, acquérait une dimension spéciale. Des agriculteurs de toute la région prévoyaient de participer, beaucoup apportant des graines et des plants pour l'échange. D'autres souhaitant simplement témoigner des résultats du miracle de la source, comme beaucoup appelèrent la transformation opérée par Jean. La veille de la célébration,
Alors qu'il supervisait les derniers préparatifs dans les champs, le paysan reçut une visite inattendue. Un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements simples mais d'une qualité inhabituelle, s'approcha accompagné seulement d'un modeste assistant qui portait une petite arche en bois ornée. « Vous devez être Jean », salua le visiteur avec une révérence surprenante. « Je viens de très loin pour vous rencontrer. » Il se présenta comme Gabriel, représentant d'un ancien ordre religieux dédié à la préservation des connaissances ancestrales sur l'agriculture sacrée et la relation harmonieuse avec la terre. Pendant des générations, expliqua-t-il, sa communauté avait maintenu vivante une tradition que beaucoup considéraient comme perdue. Nous conservons une prophétie, révéla-t-il en ouvrant soigneusement l'arche apportée par l'assistant, transmise par nos anciens il y a de nombreuses générations. À l'intérieur du récipient, Gabriel retira un parchemin protégé dans un étui de cristal. Le document, écrit d'une calligraphie élaborée et dans un dialecte ancien, décrivait avec des détails surprenants la recherche de quelqu'un qui trouverait l'eau qui coule sous la terre sèche en temps de grands besoins. Cette personne, lut Gabriel en traduisant le texte, reconnaîtra le langage des plantes et des vents, perdra tout pour gagner une sagesse plus grande et utilisera des outils gardés par des mains du passé pour semer l'avenir. Elle sera destinée à diriger la renaissance des traditions agricoles sacrées, un pont entre l'ancien et ce qui est à venir. Jean écoutait stupéfait pendant que le visiteur décrivait comment son ordre, discrètement dispersé à travers le monde, avait consacré des siècles à rechercher la personne décrite dans la prophétie. Il croyait qu'un tel individu émergerait lorsque l'humanité aurait le plus besoin de se reconnecter avec des pratiques durables de culture. Tout ce que vous avez vécu, la tempête, la découverte de la source, même les outils enterrés que vous avez trouvés étaient prévus, déclara Gabriel. Ce n'étaient pas des coïncidences, mais un appel divin qui se manifestait. La révélation laissa Jean profondément troublé. Il avait toujours cru que Dieu guidait ses pas, mais l'idée d'être l'objet d'une ancienne prophétie, destinée à un rôle aussi significatif, lui semblait une responsabilité excessivement lourde pour ses épaules fatiguées. « Il doit y avoir une erreur », protesta-t-il avec une humilité sincère. « Je ne suis qu'un vieux paysan essayant de reconstruire sa vie, pas un leader élu. » Gabriel sourit avec compréhension. « Les vrais élus se reconnaissent rarement comme tels, » observa-t-il. « C'est précisément votre humilité qui confirme ce que nous soupçonnions. » Dans les jours qui suivirent, la fête des moissons se poursuivit, comme prévu. Mais Jean y participa avec un esprit divisé. L'appel présenté par Gabriel l'attirait et le terrifiait à la fois. Cela impliquait d'abandonner la sécurité durement reconquise pour assumer une mission dont il comprenait mal les dimensions. Les femmes les plus âgées du village, gardiennes des traditions locales, ajoutèrent une nouvelle couche de complexité à la situation. Après avoir observé Gabriel et longuement conversé avec Jean sur la révélation, elles commencèrent à identifier des signes, confirmant dans les étoiles et les schémas des récoltes. « Les cieux parlent », déclara Mathilde un soir, tandis qu'elles observaient des constellations spécifiques, alignées d'une manière inhabituelle. « La prophétie est vraie, et vous êtes l'élu. » Jean était confronté à son plus grand dilemme existentiel, choisir entre la vie simple qu'il avait finalement reconstruite et l'appel à quelque chose d'infiniment plus grand, mais effrayant. Il se sentait inadéquat pour une telle responsabilité, mais en même temps, il reconnaissait que la refuser pourrait signifier trahir son propre cheminement de foi. Pendant 3 jours et 3 nuits, il se retira dans une profonde méditation et prière dans la petite cabane qu'il avait construite près de la source. Il déplorait l'apparente nécessité de choisir entre sa communauté et ce nouveau destin présenté par Gabriel. L'ordre religieux avait son siège dans des terres lointaines, et il croyait que Jean devait les accompagner pour approfondir ses connaissances et se préparer à une mission globale. À l'aube du 4e jour, épuisé par la longue veille, mais avec une clarté intérieure renouvelée, Jean eut une révélation qui transforma sa perspective. Contemplant le reflet de la lune dans les eaux sereines de la source, il comprit que la vraie sagesse était d'unir les chemins et non de les séparer. Lorsqu'il retourna au village, il trouva Gabriel, Auguste et des représentants du conseil communautaire réunis, attendant anxieusement sa décision. Avec une sérénité née d'une conviction profonde, il présenta sa réponse au dilemme. « Je ne peux pas abandonner
Cette terre et ses gens poursuivre vers un lieu lointain, déclara-t-il d'une voix ferme. La connaissance que je porte ne m'appartient pas. Elle appartient au sol qui l'a généré, au peuple qui l'a préservé, aux générations qui viendront. Il fit une pause significative avant de continuer. Je propose de transformer ces terres en un centre d'apprentissage où les anciennes pratiques pourront être enseignées aux jeunes. Un lieu où la sagesse ancestrale et les besoins contemporains pourront dialoguer, où des personnes de toutes origines pourront redécouvrir une connexion sacrée avec la terre qui nous nourrit. La proposition fut accueillie par un silence momentané, suivi d'une approbation croissante. Gabriel, initialement déçu, reconnut la sagesse de la solution. Il offrit le soutien total de son ordre, qui pourrait envoyer des maîtres et des ressources pour renforcer le projet sans déraciner Jean de sa communauté. Auguste, visiblement ému, proposa d'étendre considérablement le terrain cédé, le transformant en une zone éducative permanente, légalement protégée pour les générations futures. Le conseil du village approuva unanimement l'initiative, s'engageant à intégrer le centre d'apprentissage à la vie communautaire. Ainsi, 2 ans après avoir tout perdu dans la tempête dévastatrice, Jean n'avait pas seulement retrouvé sa dignité, mais avait reçu bien plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle s'était transformé en une bénédiction collective, capable de toucher des vies au-delà de sa propre communauté et de son temps de vie. Par un matin lumineux de printemps, exactement. 24 mois après la tempête originale, Jean contemplait l'horizon de sa nouvelle réalité. Le centre d'apprentissage prenait déjà forme, avec les premières structures durables érigées par les mains enthousiastes de jeunes apprentis. La propriété vibrait d'une énergie renouvelée, attirant des personnes de diverses origines, unies par le désir de se reconnecter à des pratiques plus harmonieuses. Je n'aurais jamais imaginé que perdre tout serait le chemin pour gagner autant, confia-t-il à Mathilde tandis qu'ils observaient un groupe d'enfants apprendre les cycles naturels de plantation. Ma foi m'a soutenu dans la tempête, mais je ne pouvais pas prévoir où elle me conduirait. La vieille femme sourit avec une sagesse sereine. C'est peut-être là l'essence même de la foi, répondit-elle. Non seulement croire quand tout semble perdu, mais faire confiance au fait que la fin apparente peut n'être que le premier. Pas d'un voyage plus grand. Au crépuscule de ce jour symbolique, Jean réunit toute la communauté élargie, villageois locaux, apprentis nouvellement arrivés, représentants de l'ordre de Gabriel, et même Auguste transformé, pour un moment solennel de gratitude. Sous un ciel teinté de tons roses et or, comparable en beauté à celui qui avait précédé la tempête dévastatrice 2 ans plus tôt, il offrit une simple prière qui synthétisait son voyage extraordinaire. La tempête qui semblait une malédiction s'est révélée être une invitation à un chemin plus profond. La foi que j'ai gardée, la seule chose qui restait quand tout avait disparu, était en réalité le trésor le plus précieux que je possédais, la clé qui a ouvert les portes à des bénédictions inimaginables. Puissions-nous tous, lorsque nous affronterons nos propres tempêtes, nous souvenir que parfois nous devons perdre le monde que nous connaissons pour découvrir le monde qui nous attend. Le silence qui suivit ces paroles avait une qualité presque tangible, un moment suspendu entre passé et futur, entre perte et renouveau, entre épreuves individuelles et buts collectifs. C'était le silence des graines germant dans un sol fertile, une promesse silencieuse de récoltes encore plus abondantes à venir. L'histoire du paysan qui avait tout perdu, sauf la foi, et qui fut surpris par Dieu, s'était transformée en un récit vivant qui continuerait d'inspirer les générations futures, non seulement comme un récit de résilience personnelle, mais comme un témoignage du pouvoir transformateur de la foi authentique, non pas comme une fuite de la réalité, mais comme une force capable de réimaginer et de reconstruire des réalités plus justes et durables pour tous.